Bonjour à tous, bonjour, bienvenue à notre webinaire en compagnie du cabinet Capstan qui va retracer l'actualité sociale. Je me présente, je suis Jennifer Ndonga, je suis account manager au sein de QuickMS et je vais faire le timekeeper. Aujourd'hui, je vais laisser nos chers amis se présenter avant toute chose. Coralie, je te laisse la parole. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité, surtout en ce grand jour de Saint-Valentin. Moi, je suis Coralie Letty, donc avocate collaboratrice au sein du cabinet Capstan. Capstan, c'est 11 bureaux en France, mais avec Fabrice, on est situé à Marseille. Vous voyez le beau soleil derrière nous, ne soyez pas trop jaloux. En tout cas, le cabinet Capstan, c'est le cabinet de référence en droit du travail et on a plaisir, comme d'habitude, à vous retrouver dans le cadre de ce webinaire. Alors bonjour à tous, Fabrice Carava. Bon, j'ai plus rien à dire après la présentation de Coralie, elle a même parlé du soleil, donc c'est formidable. Donc effectivement, avocat associé du cabinet Capstan au bureau de Marseille. Donc Capstan, comme Coralie l'a dit très justement, c'est votre cabinet de conseil en droit du travail pour accompagner les entreprises dans la gestion juridique de leurs ressources humaines. Alors aujourd'hui, nos chers amis vont décrypter l'actualité sociale. Avant que je leur laisse la main, vous sachez tout simplement que vous avez différents moyens de communication aujourd'hui avec nous. Donc n'hésitez pas à passer par le chat pour nous faire des commentaires, pour mettre vos questions à ce niveau-là, ou passer par l'onglet questions. On a différents thèmes qui vont être abordés aujourd'hui. Et en fonction des thèmes, vous aurez la possibilité de poser vos questions. Et Coralie et Fabrice prendront le temps effectivement de répondre à celles-ci. Sans plus tarder, je vais vous partager mon écran. N'hésitez pas à me faire savoir que tout est bien visible, que tout le monde soit logé à la même enseigne. Là, a priori, on est bon. On est bon, super. Ah, il y a un problème de son apparemment. Problème de son. Alors, n'hésitez pas à regarder le paramétrage sur Livestorm. Des fois, c'est un problème de casque aussi. Moi, j'ai l'habitude d'être en conflit avec mon casque, mais aujourd'hui, on est bon. Ou à voir le paramétrage de votre PC directement. Pour les autres personnes qui nous suivent, n'hésitez pas à nous faire savoir que tout est bon au niveau du partage d'écran et également au niveau du son dans le chat. Autrement, je passe au premier thème. Très bien. Alors, je me permets de prendre la parole puisque c'est moi qui débute. Avec un sujet qui a été traité par le Conseil d'État. Alors, on est remonté un petit peu en fin d'année, mais il nous a semblé intéressant d'évoquer le point. Alors, je vais y venir. Ce dossier porte très spécifiquement sur la question de la consultation du CSE en cas de liquidation judiciaire, mais ça nous a semblé intéressant de mettre ce sujet-là aujourd'hui, même si ce n'est pas de l'actualité brûlante, parce que c'est l'occasion quand même de rappeler de manière globale quelles sont les consultations à faire lorsque malheureusement l'entreprise est dans une mauvaise passe et doit procéder à une réorganisation, une restructuration et des licenciements économiques. Alors, je rentre donc dans le vif du sujet de cet arrêt du Conseil d'État et de ce qu'il dit spécifiquement. Mais donc, c'est l'occasion pour nous, surtout, de vous rappeler quelles sont les consultations, et je vais y venir, les deux consultations qui doivent être faites dans un contexte de difficultés économiques. Alors, dans cet arrêt du Conseil d'État, donc, on est devant le Conseil d'État puisqu'il était question d'une homologation de PSE, de plan de sauvegarde de l'emploi, et donc d'une décision administrative qui a été attaquée, en l'occurrence par les organisations syndicales qui contestaient l'homologation du plan d'une société marseillaise qui est tombée effectivement en liquidation judiciaire et qui avant cela était passée préalablement par l'étape du redressement judiciaire. Et donc les organisations syndicales venaient reprocher à l'autorité administrative d'avoir homologué le plan de sauvegarde de l'emploi sans avoir vérifié la régularité de la consultation du CSE, et donc je devrais dire des consultations du CSE, j'y reviens après, au prétexte que ces consultations n'auraient pas été correctement faites au stade du redressement judiciaire. Le Conseil d'État s'est positionné en indiquant deux éléments. Précisément, il nous dit d'abord que lorsque la liquidation judiciaire d'une entreprise est prononcée après
le redressement judiciaire, eh bien, l'autorité administrative doit apprécier les éléments de cette consultation, je cite, tels qu'ils résultent du placement de la société en liquidation judiciaire. Et effectivement, deuxième point du Conseil d'État, il nous dit, dès lors que l'opération projetée, ses modalités, d'une part, diffèrent nécessairement de ceux résultant du placement en redressement judiciaire, il ne lui appartient pas à l'administration de procéder au contrôle de la régularité de la procédure d'information et de consultation du CSE conduite dans le cadre de la procédure collective antérieure au jugement ayant placé la société en liquidation judiciaire, c'est-à-dire pendant le redressement judiciaire. Alors, derrière cette rédaction un peu alambiquée et complexe, il y a une idée, plutôt deux idées qui se sont affrontées. Donc, les syndicats, je le disais, indiquaient il fallait que l'administration contrôle la régularité de la consultation au stade du redressement judiciaire. Elle a été mal faite, il n'y aurait pas dû avoir d'homologation, en tout cas c'était leur thèse. Eh bien, le Conseil d'État dit non, parce qu'entre-temps, il y a eu la liquidation judiciaire, et partant de là, il n'appartenait pas à l'administration de se positionner à un autre moment qu'au celui de la liquidation judiciaire. Et d'ailleurs, du coup, l'ensemble des recours ont été rejetés. Alors, je ne vais pas, comme je le disais un peu en introduction, m'appesantir trop sur cet arrêt précisément du Conseil d'État, même s'il peut le mériter, dans la mesure où il touche à un point très précis des entreprises qui tombent malheureusement en liquidation judiciaire, et on souhaite à toutes les entreprises qui nous écoutent de ne pas être concernées par la situation. Par contre, comme je le disais, c'est donc l'occasion de rappeler que lorsque on en vient à devoir malgré tout traiter ce type de situation, donc sans parler de liquidation judiciaire, on a des difficultés économiques et on doit mettre en place malheureusement des licenciements économiques. Rappelez-vous ce qui est rappelé par le Conseil d'État au début de son raisonnement, et après il applique ces règles-là au cas particulier de la liquidation judiciaire, c'est-à-dire les règles générales en la matière. Donc je rappelle qu'il y a deux consultations à faire dans ce type de sujet. Il y a une première consultation sur l'opération projetée et ses modalités, et une deuxième consultation sur le projet de licenciement collectif, plus précisément. Alors, n'omettez pas ce point-là, qui peut être très important, puisque, et à chaque fois, à chaque consultation, le Code nous détaille ce qu'il doit y avoir. Par exemple, sur le deuxième point, sur le projet de licenciement collectif, il doit y avoir le nombre de suppressions d'emplois, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et de calendrier prévisionnel de licenciement, les mesures sociales d'accompagnement, etc., etc. En tout cas, il y a donc deux consultations. C'est un point que je voulais souligner parce que parfois, on voit effectivement des erreurs qui sont commises, ou en tout cas parce que c'est plus complexe que ce qu'on peut le simplifier en disant il y a simplement deux consultations. Dans le contenu, il y a un peu des mélanges qui peuvent être faits, et ce sont des choses qui peuvent jouer des mauvais tours lorsqu'on se retrouve devant l'administration pour obtenir l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi. Donc voilà, cet arrêt du Conseil d'État, c'était surtout l'occasion de rappeler ces règles qui sont certes basiques, mais qui sont qui sont très importantes lorsqu'on doit gérer ce type de dossier et se retrouver à demander l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi. J'en ai terminé avec ces explications. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet ? Alors, pas de questions pour le moment. Je pense que tout a été clair. Sujet suivant, du coup. Autre arrêt, effectivement, du Conseil d'État datant du 1er février 2023 qui porte précisément sur l'obligation légale d'établir un décompte individuel en matière de durée du travail. Donc, cet arrêt ne vise effectivement que le cas de figure de l'obligation et des sanctions encourues en cas de manquement de l'employeur à cette obligation d'établir le décompte individuel de durée du travail, mais il nous permettra surtout de voir comment en pratique le décompte doit prendre forme. S'il y a un formalisme à respecter ou au contraire, est-ce que l'employeur a une certaine marge de manœuvre, une certaine liberté à établir les décomptes pour retracer les horaires individuels de chacun de ses salariés. Alors, pour retracer un petit peu le contexte, dans cet arrêt,
C'est la société La Poste qui a fait l'objet d'un contrôle en 2017 de la part de l'inspection du travail de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a infligé à La Poste une amende d'un montant de 47 500 € en application des dispositions légales issues du Code du travail, car selon l'inspection, la société La Poste a méconnu pour 95 de ses salariés l'obligation d'établir pour chacun d'eux un décompte de la durée du travail. La société s'est fortement enfermée dans cette idée qu'il n'y avait absolument pas de difficulté et qu'elle ne manquait à aucune de ses obligations légales. Donc, elle a contesté cette décision en faisant valoir que ses salariés travaillaient sur deux sites au sein desquels il était fait application d'un même horaire collectif de travail. Horaire collectif de travail qui avait respecté l'ensemble des exigences, à savoir qu'il avait fait l'objet d'une négociation par accord collectif, qu'il avait fait encore l'objet d'un affichage et qu'il avait été, conformément aux dispositions légales, bien été adressé à l'inspection du travail. Le tribunal administratif de Lyon a procédé à l'annulation de cette décision. La Cour administrative d'appel ainsi que le Conseil d'État ont également donné raison à la société La Poste. Donc, pas grande difficulté, si vous voulez, dans les faits qui ont été soumis au Conseil d'État. Simplement, ce qui nous a paru essentiel, c'est de pouvoir vous rappeler les dispositions légales qui s'appliquent en la matière et surtout de quelle manière le décompte doit prendre forme. Alors, dans le Code du travail, on a un titre, c'est le 7e qui est intitulé « Contrôle et durée du travail » et c'est en particulier la section 2 qui vise les documents obligatoires. L'article L 3171-2, pour ceux que ça intéresse, indique explicitement que l'employeur n'a l'obligation de procéder au décompte de la durée du travail qu'en cas d'horaire individuel. Donc, force est de constater que dans cet arrêt, il n'y avait absolument pas aucune nécessité de faire un tel décompte, puisque le Conseil d'État avait bien relevé qu'il s'agissait d'un horaire collectif qui était appliqué. Alors, un petit retour sur les dispositions légales en matière d'horaire individualisé. La durée de travail de chaque salarié qui n'est pas soumis à un horaire collectif doit être décomposée quotidiennement par enregistrement selon tout moyen des heures de début et de fin de chaque période de travail, et elle doit être encore décomposée chaque semaine par récapitulation selon tout moyen du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié. Donc, comment décompter le temps de travail ? Il y a énormément de décisions de justice qui ont été rendues sur ce point-là et à l'unanimité, il est indiqué qu'aucune forme n'est imposée à l'entreprise, au chef d'entreprise, pour réaliser le décompte des heures. Peu importe les moyens utilisés, ça peut être des moyens automatiques, informatiques, manuels. Il y a encore été très souvent discuté le fait de savoir qui devait établir le décompte, qui devait le contresigner. La jurisprudence est là encore unanime. Le responsable du décompte peut être un supérieur hiérarchique, un salarié spécifiquement chargé du contrôle des temps de travail ou les salariés eux-mêmes par un système déclaratif. Donc, vous l'avez compris, le procédé utilisé relève du pouvoir de direction de l'employeur et il n'a pas à être refusé par un salarié, sauf cas de figure où il y a une atteinte manifeste à sa vie privée. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures inférieur au réel constitue bien évidemment un cas de dissimulation d'emploi passible de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Enfin, le point que je voulais aborder avec vous, c'est la notion d'horaire collectif. Est-ce que finalement, cette notion d'horaire collectif s'oppose à une détermination d'horaire individuel? Et là encore, la Cour de cassation avait répondu que non. À l'intérieur d'un horaire collectif, plusieurs salariés peuvent être assujettis à un horaire particulier en fonction, par exemple, de la nature de leur emploi.
Pour autant, l'horaire qui demeure collectif pour ce qui est de l'organisation générale de l'entreprise ne nécessite pas en tant que tel un décompte. Donc, il faut être vigilant selon les cas de figure qui sont appliqués d'un service à un autre, d'un atelier à un autre. Voilà pour cet arrêt. Alors, je n'ai pas l'impression qu'on ait des questions. N'hésitez pas à rebondir effectivement sur la colle de Fabrice. Allez voter justement au niveau de sa question pour nous faire savoir ce que vous en pensez. Je passe au prochain thème. Oui, alors je reprends la parole. Alors juste un point, j'avais commencé à corriger une erreur qui n'en était pas une. Pour ceux qui l'ont vu, je suis allé trop vite. L'arrêt dont parlait Coralie était bien un arrêt du Conseil d'État. Donc je ferme ma petite parenthèse sur l'erreur. Je passe effectivement à l'arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2023 concernant le périmètre des établissements. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit du comité social et économique dans une affaire au sein de laquelle un accord d'entreprise avait été conclu chez Air France, pour ne pas nommer l'entreprise. Dans cet accord d'entreprise, l'entreprise a été découpée en établissements pour la constitution de différents CSE d'établissements. Le syndicat des pilotes d'Air France a attaqué cet accord en annulation, a sollicité l'annulation de cet accord, au prétexte que les partenaires sociaux, en négociant et en signant cet accord, devaient, d'après le syndicat, prendre en considération les critères qui caractérisent un établissement distinct. Et en particulier, le fait que cet établissement ne pouvait être considéré comme établissement distinct que tout autant qu'il y avait dans chaque établissement un représentant de l'employeur, un chef d'établissement doté d'une autonomie de gestion pour prendre certaines décisions. Et le syndicat, d'ailleurs, dans son argumentaire, a énuméré, et ça donne lieu à différents points examinés par la Cour de cassation dans cet arrêt. Donc les syndicats prenaient point par point les pouvoirs du chef d'établissement qui pouvaient caractériser une autonomie. Donc pêle-mêle, le fait qu'il y aurait eu dans sa mission la délégation du personnel consistant à représenter à l'employeur les réclamations individuelles et collectives, ou la délégation liée à la sécurité, à la santé. Donc, le syndicat dit qu'il faut caractériser des établissements distincts dans un accord d'entreprise pour pouvoir définir en considération de ce critère les divers CSE, enfin les établissements et donc les divers CSE. Le bout du raisonnement du syndicat était de souhaiter que soient recomposés les CSE, parce qu'ils souhaitaient recomposer un CSE uniquement destiné aux pilotes de ligne, en disant que c'était un établissement distinct en soi, les pilotes de ligne. La Cour de cassation fait preuve de pédagogie, je dirais, en écartant cet argumentaire et en rappelant tout simplement, c'est pour ça que je le dis comme ça, les termes du Code du travail. Donc c'est l'occasion, cet arrêt, de vous rappeler cette disposition. Il ressort des articles 23.13.2, 23.13.4 et 23.13.5, me semble-t-il, en tout cas les articles 23.13.2 et suivants, le dispositif suivant. Les partenaires sociaux peuvent, dans un accord d'entreprise, déterminer les établissements distincts et donc, derrière, la place des CSE d'établissements dans l'entreprise. Le dispositif légal prévoit que, à défaut, l'employeur va déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts, dans le cadre desquels donc les CSE seront constitués. Et là, le texte nous dit, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Donc, il ressort du dispositif légal que le critère de l'autonomie de gestion, qui est un critère ancien de l'établissement distinct, ne s'applique qu'à défaut d'accord d'entreprise. Par contre, les partenaires sociaux, dans le cas d'un accord d'entreprise, peuvent définir comme bon leur chante les établissements distincts en fonction de considérations qui ne sont pas forcément liées à l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement. Donc ce critère légal
n'intervient qu'à défaut d'accord. La Cour de cassation va plus loin, c'est pour ça que je disais qu'elle faisait preuve de pédagogie, puisqu'elle va nous expliquer que le droit européen, en particulier l'article 5 d'une directive du 11 mars 2002, permet aux États membres plutôt de renvoyer aux partenaires sociaux, y compris au niveau de l'entreprise, le soin de définir librement, et j'insiste sur ce terme, par voie d'accord, les modalités d'information et de consultation des travailleurs. Et la Cour de cassation donc en tire la parfaite conformité du droit français et donc rappelle que dans le cadre d'un accord, on n'a pas à appliquer le critère de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement et que dans un accord d'entreprise, les établissements sont déterminés librement. La Cour de cassation reprend ce terme librement qui est utilisé dans la directive européenne. Donc voilà, cet arrêt, c'est l'occasion de rappeler une règle. Si dans vos entreprises, vous négociez, vous arrivez à conclure un accord d'entreprise sur la constitution des établissements distincts, qui vont donc définir quels sont les établissements distincts de votre entreprise, vous n'avez pas à vous conformer ou à vous référer à un critère particulier, y compris le critère prévu par la loi de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement. Ce critère n'interviendra nécessairement et obligatoirement qu'à défaut d'accord et uniquement à défaut d'accord. Donc c'est un point important en pratique, puisque dans le cadre des négociations, c'est une question qui peut se poser. Donc la Cour de cassation nous le rappelle, on peut, dans le cas d'un accord, fixer librement les établissements distincts. Est-ce qu'il y a des questions sur cet arrêt ? Non. Alors, pas sur cet arrêt. On a une question qui est revenue par rapport au thème précédent de Stéphanie. Y a-t-il des choses particulières pour les forfaits jours ? Alors, je pense qu'Aurélie, tu as répondu, je me trompe ? Oui. Voilà, je vois qu'il y a une réponse qui a été faite. Effectivement, c'est un dispositif différent. Ok. Donc, si pas d'autres questions, on passe au prochain thème. Alors, prochain thème qui concerne l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le fameux CSP. La Cour de cassation a de nouveau été sollicitée sur le sujet pour déterminer précisément à quelle date, à quel moment l'adhésion du CSP intervient. Cet arrêt nous permet également de revenir sur la notion de remise du document d'information sur le motif économique. Jusque-là, effectivement, on a une panoplie de décisions de justice qui nous donnent toutes les réponses à cette question. Simplement, d'une situation à une autre, ça permet de voir de quelle manière les sociétés s'y prennent pour éviter tout risque sur une contestation du licenciement pour une notification du motif, de l'information sur le motif économique dite tardive. Alors, dans cet arrêt, il s'agissait d'une petite entreprise qui avait convoqué un salarié uniquement en entretien préalable pour un licenciement, un motif économique. La salariée avait adhéré très rapidement au CSP. Donc, dans les faits, c'était le 6 novembre 2015 et 3 jours après, finalement, l'employeur lui notifiait un document contenant l'information sur les motifs de rupture. La salariée avait naturellement contesté le process en indiquant que le licenciement dont elle avait fait l'objet était sans cause réelle et sérieuse, puisqu'elle avait adhéré au bulletin du CSP qu'elle avait remis à l'employeur dès le 6 novembre, jour de signature, et que ce n'était que 3 jours après qu'elle se voyait notifier le motif de licenciement. La Cour d'appel, dans cet arrêt, avait assez curieusement débouté la salariée de ses demandes. Elle avait estimé d'une part que la salariée avait eu connaissance des motifs du licenciement lors de son entretien préalable, quand bien même ce n'était qu'oral. Et d'autre part, la Cour d'appel estime encore qu'il convenait d'apprécier le moment de l'information en s'appuyant sur la date à laquelle le dossier du CSP avait été constitué de manière complète. Donc,
de cette chronologie-là, effectivement, le licenciement n'était sujet à aucune remise en question, mais l'arrêt de la Cour d'appel a été très rapidement retoqué par la Cour de cassation, puisque sans surprise, la jurisprudence de la Chambre sociale étant établie, la position ici s'inscrit dans la continuité des décisions antérieures, puisque la Cour de cassation rappelle que l'employeur ne peut énoncer les motifs de licenciement ni préalablement à l'initiation de la procédure, ni postérieurement à l'adhésion du CSP. La notion d'adhésion est ici plus spécifiée que d'habitude parce que la Haute Cour indique qu'il faut, dans tous les cas de figure, rechercher la date à laquelle le salarié avait manifesté sa volonté d'adhérer au dispositif. Et c'est cette date qui détermine le jour où le salarié adhère au CSP et encore le jour, date limite, où effectivement le courrier contenant l'énonciation du motif sur lequel repose le licenciement doit être transmis, connu du salarié. Donc, il en résulte que l'obligation d'information qui incombe à l'employeur doit être satisfaite antérieurement à cette manifestation de volonté. Donc, d'un point de vue pratique, nous, ce qu'on a l'habitude de conseiller aux entreprises, c'est de procéder à la notification écrite du motif de licenciement, soit à l'occasion de la notification de la lettre de convocation à entretien préalable, soit à la date où l'entretien préalable est tenu, au moment où vous remettez toute la documentation relative au CSP. D'ailleurs, j'en profite car bien souvent, quand on nous retourne les documents du CSP pour vérification, on s'aperçoit qu'il y a des volets sur le formulaire CERFA de CSP qui ne sont pas remplis. Et ça, c'est indéniable en cas de contestation de pouvoir prouver que vous avez remis l'intégralité de la documentation à l'issue de l'entretien préalable. Donc, soyez vigilants de ce point de vue parce que c'est bien compliqué après coup de devoir retourner vers le salarié et de lui demander, quand il y a une contestation, à ce qu'il signe et régularise les documents. Voilà pour cet arrêt. Alors, très bien. Merci beaucoup, Coralie. Ça a été clair aussi de ce que je peux voir. Je passe au sujet suivant. S'il y a des questions qui arrivent entre-temps, on y répondra. Très bien. Alors, je reprends la parole pour mon dernier sujet du jour concernant le rappel de salaire et plus précisément la prescription sur le rappel de salaire. C'est une question qui revient souvent, c'est-à-dire que lorsque on n'est malheureusement pas très bon sur le fond, on va en défense souvent chercher la prescription et voir comment on peut opposer cette prescription au demandeur pour essayer d'éviter une condamnation. On a une précision dans un arrêt du 14 décembre 2022 de la Cour de cassation sur la prescription en matière salariale, en particulier, c'est-à-dire une prescription qui est triennale, dans une affaire où il était question d'une requalification de temps partiel à temps plein, et donc le salarié sollicitait les rappels de salaire sur une période antérieure au 13 juillet 2014 pour être précis, sachant que la juridiction prud'homale avait été saisie le 13 juillet 2017. Et donc, l'argumentaire qui avait été opposé au salarié, c'était de dire qu'il était prescrit par rapport à la période qu'il réclamait, avec une précision, c'est que la rupture du contrat de travail était intervenue le 11 mai 2017 par prise d'acte de la rupture du contrat de travail. La Cour de cassation, dans cet arrêt, nous rappelle les règles. Et elle nous rappelle notamment que la prescription, alors en l'occurrence de 3 ans parce que c'est une nature salariale, elle pourrait être d'une autre durée, notamment de 2 ans en matière indemnitaire, elle part à compter du jour où celui qui l'exerce, je cite, a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, cette action, son action. Mais la Cour de cassation rappelle aussi le texte du Code du travail qui nous dit que la demande peut porter aussi, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat. Et c'est là que le dossier se joue, puisque effectivement, cet autre point de départ de la prescription est souvent oublié, et avait été oublié dans ce dossier. Dans ce dossier, je le disais à l'instant,
la rupture du contrat de travail était intervenue en mai 2017. Ce qui signifie, d'après la deuxième possibilité de point de départ de la prescription prévue par le texte, que dans la mesure où il y avait eu rupture du contrat de travail, le salarié pouvait demander des sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat. Concrètement, c'est cette règle qui devait être appliquée, et effectivement, le salarié pouvait donc solliciter un rappel de salaire pour la période de mai 2014 à mai 2017, de telle sorte que la Cour d'appel s'était trompée dans l'application du droit et l'arrêt est donc cassé. Donc voilà, cet arrêt de la Cour de cassation, il a pour moi plusieurs mérites, c'est de rappeler la règle, de dire aussi, ça j'ai oublié de le préciser, un élément que la Cour de cassation indique, qui est de rappeler bien que la nature de la prescription dépend de la nature des sommes dont on parle, donc là ici c'était donc salarial, mais que donc il y a deux possibilités au niveau de la prescription, donc soit comme je l'indiquais tout à l'heure, elle part à compter du jour où celui qui a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, donc ça c'est un premier point de départ, et la Cour de cassation nous précise que quand il y a un paiement au mois, eh bien la date d'exigibilité du salaire correspond à la date de paye, et donc à chaque paye, il y a la prescription qui commence à partir. Mais ça, il ne faut pas l'oublier, et c'est ce que je retiendrai de cet arrêt, eh bien c'est qu'un des points de départ de la prescription. Il ne faut pas oublier l'autre. Lorsque le contrat est rompu, le salarié peut solliciter sur les 3 années précédant la rupture. Donc à ne pas omettre, parce que ça aboutit sinon à devoir développer des arguments sur une prescription, là où en réalité, il n'y a pas prescription. Donc il faut faire attention, ne pas oublier qu'il y a deux composantes à la prescription en matière, en l'occurrence ici, de salaire, notamment essentiellement lorsque le contrat est rompu, puisqu'il y a une deuxième possibilité d'appréciation de la prescription. Est-ce qu'il y a des questions sur cet arrêt ? Alors, je n'ai pas vu de questions passer. N'hésitez pas à vous manifester encore une fois via le chat et l'onglet questions. On va passer autrement au dernier thème. Dernier thème qui concerne la signature scannée. La Cour de cassation s'est interrogée, du moins elle a tranché sur la question de la validité d'une signature scannée sur un contrat de travail. Quelle est sa valeur juridique ? Dans les faits, ici, il était question d'un salarié qui avait été embauché par une société civile d'exploitation agricole, suivant un contrat de travail à durée déterminée saisonnier. Le lendemain de la signature du contrat, le salarié avait adressé une lettre à l'employeur en prenant acte de la rupture de son contrat de travail, en estimant que l'employeur n'avait pas rempli ses obligations car il ne lui avait pas fourni un contrat de travail signé de sa main. Donc pour le salarié, sa ligne de conduite était très claire puisque le contrat était selon lui irrégulièrement signé par l'employeur, puisqu'il avait apposé une simple image numérisée de sa signature et non une signature manuscrite. Le salarié avait saisi le conseil de prud'homme d'une demande de requalification du CDD en CDD et il sollicitait, outre le paiement d'une indemnité de requalification, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et une demande de titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. Le salarié faisait valoir ici que la signature manuscrite scannée n'est ni une signature originale, ni une signature électronique et n'a par conséquence aucune valeur juridique. Bon, le salarié a été ici débouté, pareil sur le deuxième volet par la Cour d'appel. La Cour d'appel qui avait relevé à juste titre qu'il n'était pas contesté par le salarié, que la signature reproduite était bien celle du gérant de la société, gérant qui était parfaitement habilité à signer le contrat, peu important ici donc le procédé technique utilisé. En clair, le message ici qu'il faut retenir, c'est que la signature dont l'image scannée et reproduite sur le contrat de travail, dès lors qu'elle permet d'identifier clairement son auteur, ne peut être contestée. En tout cas, elle n'est pas considérée comme inexistante. On ne peut pas se prévaloir en tout état de cause d'une absence de signature. Le contrat est régulièrement signé dès lors qu'effectivement
on arrive à identifier clairement l'auteur. Et par voie de conséquence, donc, le contrat ne peut pas être requalifié. Donc, c'est le petit message qui avait été délivré le 14 décembre 2022 par la Cour de cassation. C'est vrai que dans bien des cas, on se pose la question de savoir de quelle manière on peut simplifier les signatures. Simplement, j'en profite pour vous rappeler qu'il reste indispensable d'apporter, outre la signature, le nom, le prénom et la qualité du signataire sur le contrat de travail pour éviter toute contestation ultérieure sur l'habilitation de la personne signataire à régulariser le contrat. Voilà pour cet arrêt. Alors, avis aux participants, n'hésitez pas à vous manifester au travers du chat, encore une fois, ou de l'onglet questions. Merci Coralie, Fabrice, d'avoir été avec nous et d'avoir encore une fois décrypté l'actualité sociale. Je vous mets d'ores et déjà le lien pour nous retrouver le mois prochain, à notre prochain rendez-vous prévu jeudi 23 mars. N'hésitez pas à vous inscrire d'ores et déjà pour avoir les nouvelles nouveautés, tout à fait, c'est français. Et c'est redondant, mais français. Voilà, mais c'est tout à fait, voilà. Donc, n'hésitez pas à passer au travers via ce lien pour avoir de nouveaux éléments à portée de main. Et si pas de questions, nous allons clôturer ce webinaire. Alors moi, je me permets juste un petit point, Jennifer, si vous permettez. Rappelez quand même que nous sommes à votre disposition. On a créé, depuis le début du partenariat avec QuickMS, une adresse dédiée, quickms@capstan.fr. N'hésitez pas à contacter le cabinet pour approfondir des sujets dont vous auriez besoin en droit du travail. Nous vous recontacterons et puis nous verrons comment le cabinet peut vous accompagner. Évidemment, on peut intervenir sur l'ensemble de la France, donc n'hésitez pas à nous contacter par cette adresse. Vous avez toutes les infos, n'hésitez pas à les contacter et à très bientôt pour les retrouver pour une nouvelle actualité. Au revoir. À bientôt. Bon après-midi, à bientôt.